Le 20 juillet 1969, deux astronautes américains posent pour la première fois le pied sur la Lune. C'est une victoire totale pour l'agence spatiale américaine qui rediffuse l'exploit en direct dans 33 pays différents. C'est un événement mondial sans précédent qui va faire les gros titres de la une pendant de nombreuses semaines. À leur retour sur Terre, les membres de la mission Apollo 11 sont acclamés en héros et entament un tour du monde. Entre les interviews, les colloques et les rencontres diplomatiques, ils deviennent de véritables ambassadeurs de l'idéologie américaine. En tant que tels, ils sont soumis à une étroite surveillance des services de renseignement. Pourtant, des histoires étranges ont commencé à filtrer dans des cercles très fermés. Le voyage d'Apollo 11 aurait été observé par des ovnis. Des échanges radio secrets, des photographies et même des films de la mission prouveraient leur présence à proximité du vaisseau et même sur la Lune. Si cette rumeur est fondée, comment la NASA aurait-elle pu cacher cet événement à 600 millions de téléspectateurs? Pourquoi les astronautes auraient-ils gardé le silence pendant toutes ces années? Existe-t-il des photographies, des vidéos prises par les astronautes qui prouvent qu'une rencontre a eu lieu dans l'espace? Il est temps de se pencher sur l'une des histoires les plus controversées de l'ufologie. Elle repose sur des sources mal identifiées et très peu fiables. When we landed on the moon, there was around that crater above where we landed, there were multiple ET craft that were just hovering there watching. À vrai dire, on devrait plutôt parler d'une rumeur, tant les preuves et les éléments qui la supportent sont rares. Pourtant, au fil des années, des témoignages concordants sont apparus et s'accumulent pour accréditer la plus incroyable des rencontres ovnis. Dans cette série de vidéos, on va s'attaquer à l'un des mythes majeurs de l'ufologie. Une observation historique que la NASA aurait totalement cadenassée. What I heard and remember is, and Neil Armstrong said this, they're watching us from the crater. Un dossier enfoui dans les entrailles du complotisme, des théories délirantes et des déclarations contradictoires. And later on that day, she confronted Armstrong and had a personal discussion with him, and he confirmed that when they landed on the moon, there were alien craft there, and they were very threatened. They felt very threatened by them. Il est temps d'investiguer sérieusement ce cas et de déterrer la vérité sur les ovnis qui auraient approché la mission Apollo 11. They followed us all the way to the moon. They followed us around the moon. They followed us all the way home. And they watched every move we made while we were on the moon. All of this was filmed. Pour débuter notre série d'enquêtes, on a voulu remonter à la source de toutes les rumeurs. La toute première mention d'une rencontre entre Apollo 11 et des ovnis. Il s'agit d'un article du National Bulletin, daté du 29 septembre 1969, soit près de 3 mois après le retour d'Apollo 11 sur Terre. Son titre est plutôt évocateur. Une fausse perte de transmission dissimule la découverte d'Apollo 11. La Lune est une base d'ovnis. L'auteur, un certain Sam Pepper, y révèle le contenu d'un échange radio entre Apollo 11 et Houston, gardé secret en raison de son contenu hautement explosif. Qu'est-ce que c'était? Mais bon sang, qu'est-ce que c'était? C'est tout ce que je veux savoir. Les dés sont énormes. Monsieur, ils étaient gigantesques. Non, non, ce n'est qu'une distorsion de champ. Quoi? Oh, Seigneur, tu ne le croirais jamais. Que diable se passe-t-il? Quel est votre problème, les gars? Ils sont là, sous la surface. Qu'est-ce qui est là? Roger, nous sommes là, tous les trois. Mais nous avons rencontré des visiteurs. Ouais, et ils étaient là depuis un bon moment à en juger par les installations.
Je vous dis qu'il y a un autre vaisseau spatial dehors. Ils sont alignés en rang de l'autre côté du bord du cratère. Scannons cette orbite et rentrons à la maison. En 625 jusqu'au 5e. Relais automatique réglé. Mes mains tremblent tellement que je ne peux pas. Filmer? Putain, oui. Ces satanées caméras étaient loin d'ici. Vous avez obtenu quelque chose, les gars? Non, il restait plus de film au moment. 3 prises de vue, des soucoupes ou quoi que ce soit ont peut-être flouté le film. Mission contrôle. Ici, mission contrôle. Êtes-vous en route? Répétez, êtes-vous en route? Quel est ce vacarme au sujet d'OVNI? Envoie. Ils se sont établis ici. Ils sont sur la Lune et nous surveillent. Venez voir, venez voir. Vous les avez installés, n'est-ce pas? Oui, les miroirs sont tous en place. Mais tout ce qui a été construit, ces engins spatiaux viendront probablement et les arracheront tous par les racines demain. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'article de Sam Pepper est étonnant. Ce qu'il avance est tellement énorme qu'il est considéré comme une contrefaçon ridicule par les sceptiques. D'autant plus que rien ne vient confirmer ce récit. Il faut admettre que l'ufologie regorge de faussaires et hontés, qui n'ont aucun remords à falsifier la vérité. Une bonne histoire peut rapporter gros, et les moins scrupuleux monnaient à prix d'or l'exclusivité de leurs témoignages. Pourtant, après la sortie de son article, Sam Pepper a totalement disparu. Il n'a pas profité de sa renommée pour donner des conférences ou vendre des bouquins. Cette absence de visibilité donne du crédit à la thèse d'un lanceur d'alerte. Mais d'un autre côté, c'est peut-être aussi une manière de se dérober, de ne pas devoir se justifier. Sam Pepper n'a jamais apporté de précision ni de preuve de ce qu'il avançait. Le mystère sur ses motivations reste donc entier. Après toutes ces années, nous avons décidé de mener l'enquête et d'essayer de trancher une fois pour toutes. La retranscription de Sam Pepper est-elle une révélation ufologique majeure ou la calomnie d'un journaliste avide de sensationnel? Dès le départ, notre recherche va se corser puisqu'il n'existe aucune copie numérique de cet article. Beaucoup d'auteurs le mentionnent, mais impossible de mettre la main sur l'original. On a donc voulu s'assurer qu'il ne s'agissait pas tout simplement d'une légende, une affaire inventée de toutes pièces. On a retrouvé une mention de l'article dans le magazine Outermost de 1969, et un numéro du Journal of Borderland Research en donne une copie partielle, ce qui nous laisse penser que l'article de Sam Pepper a vraiment existé, mais qu'il a tout simplement disparu de la scène publique sans laisser de traces. Ce n'est pas très grave, dans la mesure où différentes sources rapportent les mêmes échanges en se référant à la retranscription Pepper, le contenu qui nous intéresse a survécu aux années et peut donc être analysé. Malgré tout, il ne faut pas perdre de vue l'origine de l'article. Il est paru dans le National Bulletin, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas connu pour son sérieux et ses enquêtes approfondies. Dans les années 70, c'est un tabloïd vendu dans les supermarchés qui publie surtout des sujets sensationnalistes. Sa ligne éditoriale est de mettre en avant des histoires de sexe, de scandales et d'occultisme, le tout propulsé par des unes scandaleuses et agressives. Pour le National Bulletin, tout est bon tant que cela fait augmenter les ventes. Et tant pis si l'article est douteux, qu'il s'arrange avec la vérité ou que les faits exposés ne sont pas étayés. Cette réputation sulfureuse ne fait pas du National Bulletin une source crédible. C'est d'ailleurs l'une des principales critiques que l'on adresse à la prétendue retranscription de Sam Pepper, et elle est clairement justifiée. Pourquoi donc prendre au sérieux une absurdité sortie de nulle part? Une rumeur gratuite publiée dans un journal de seconde zone? Voyons ensemble quelles informations l'article en lui-même peut nous apporter. Est-il cohérent avec ce que l'on sait sur la mission Apollo 11 ? Comme des moines copistes, on a scruté chaque mot de la retranscription Pepper pour les comparer avec les retranscriptions officielles. Et il y a une chose qui frappe immédiatement. L'article de Sam Pepper ne peut pas être la retranscription d'un échange radio avec Mission Control. Mission Control, c'est le nom donné au centre de la NASA qui supervise l'ensemble de la mission depuis Houston, au Texas.
Il faut savoir que toutes les communications radio entre Apollo 11 et le centre de contrôle suivent des protocoles militaires. Les messages à transmettre doivent être brefs et précis. Ils respectent toujours une formulation et une terminologie particulière. Or, la prétendue retranscription de Sam Pepper ne respecte pas cette terminologie. Elle utilise la phrase « Contrôle appelle Apollo 11 ». Alors que le centre de contrôle commence toujours ses transmissions par « Apollo 11, ici Houston ». Au lieu de dire « Dites à nouveau », le texte Pepper dit « Répétez le dernier message ». Ce texte ne peut pas être une retranscription stricte d'un échange entre Apollo et Mission Control. Ça ne colle pas. La formulation des échanges ne respecte pas les standards de communication de la NASA. Impossible que des astronautes ou que le centre de contrôle ait prononcé exactement ces phrases. C'est une certitude. Au mieux, l'article de Sam Pepper raconte ce qu'un témoin a entendu, ce dont il se souvient et qu'il a réexprimé en ses propres termes. À proprement parler, il ne s'agit donc pas d'une retranscription, mais d'une évocation. Quand on compare les références techniques de la retranscription Pepper avec les retranscriptions officielles, le doute n'est plus permis. Comme l'a souligné James Oberg, la terminologie utilisée est douteuse et ne se retrouve dans aucune autre mission Apollo. Le texte parle d'orbite balayée, de relais automatique, de distorsion de champ, autant de termes techniques qui sonnent bien pour ceux qui n'y connaissent rien, mais c'est autant de termes qui n'ont jamais été utilisés par la NASA. Pourtant, ce serait faire preuve de mauvaise foi d'affirmer que c'est du charabia, que tout ça ne veut rien dire. Le jargon utilisé est incorrect, c'est un fait. Mais il fait quand même référence à des éléments plausibles, comme le balayage d'une orbite. Dans le module de commande, on trouve un télescope à balayage. Il sert à obtenir la position et la vitesse précise d'un point de repère. C'est sans doute à cela que fait référence l'intention de balayer l'orbite. Scannons cette orbite et rentrons à la maison. Lorsque le module de commande survole une zone, son pilote peut utiliser le télescope à balayage pour étudier une chaîne de montagnes, un cratère ou tout autre objet fixe sur la surface lunaire. Il lui suffit de marquer sous plusieurs angles l'élément à analyser. L'ordinateur de bord traite automatiquement les données et indique la position exacte du point de repère. L'équipage peut alors suivre et photographier la cible à travers l'oculaire du sextant. Dans le contexte de l'article, cette opération paraît logique. Si les astronautes ont localisé d'étranges installations sur la Lune, ils devaient obtenir leurs coordonnées. Et cette opération n'est réalisable qu'à partir du télescope à balayage. Étonnant que James Oberg tourne l'article de Sam Pepper en dérision. Même s'il n'a pas utilisé la bonne terminologie, tout le monde comprend ce dont il parle. Le pilote du module de commande peut balayer une orbite. D'ailleurs, Michael Collins a dû réaliser le balayage d'une vaste zone pour localiser précisément le site d'alunissage. À chacune de ces orbites, il essayait de marquer le module lunaire pour transmettre sa latitude et longitude. La retranscription Pepper poursuit avec des valeurs numériques. En 625 jusqu'au 5e. Des valeurs qui, à première vue, ne ressemblent à rien. Des termes qui n'ont jamais été utilisés lors des missions Apollo. Mais encore une fois, essayons de dépasser la terminologie pour voir si cela peut correspondre à quelque chose de vraisemblable. Logiquement, le télescope à balayage permet d'obtenir une latitude et une longitude. Alors, peut-être que cela correspond à ces données. 625 pourrait très bien être une coordonnée exprimée en décimales. Ce n'est pas totalement idiot, puisque c'est dans ce format qu'il faut encoder les données de latitude et longitude dans l'ordinateur de bord. Il pourrait s'agir d'une latitude, parce que Michael Collins a effectué le balayage d'une zone située à 0°691 de latitude nord et 23°426 de longitude est. La valeur de latitude est fort proche des 625 de la retranscription. Si notre intuition est correcte, alors on devrait comprendre le 625 comme 0°625 de latitude nord. Avec une latitude et une longitude, on devrait pouvoir localiser les fameuses installations lunaires. Malheureusement, la deuxième valeur numérique ne semble pas être une longitude. En forçant un peu, Osakem pourrait correspondre à un carré de la carte utilisée par Michael Collins.
mais ça n'est pas très logique. Pourquoi donner une latitude en décimale précise au millimètre près et une longitude approximative? On aurait vraiment adoré qu'au 5e soit une longitude. Cela nous aurait permis de délimiter une zone de recherche afin de vérifier la présence d'anomalies, mais il va falloir chercher sa signification ailleurs. Après de longues recherches, on est tombé sur une note technique de la NASA qui détaille les modalités pour cibler un repère au sol. Elle précise que le module de commande doit réaliser 5 marquages du même poids d'intérêt. Chaque marque est espacée de 30 secondes d'intervalle. La première est prise lorsque le vaisseau approche de la cible à approximativement 35 degrés au-dessus de son horizon local. Le 5e et dernier marquage est pris lorsque le vaisseau a dépassé la cible, qu'il s'en éloigne et se trouve à nouveau dans un angle de 35 degrés au-dessus de son horizon local. La retranscription Pepper peut vraisemblablement faire référence au 5e marquage. En 625 jusqu'au 5e pourrait donc vouloir dire 0 degré 625 de latitude nord jusqu'au 5e marquage. Malgré l'absence de longitude, cette interprétation de la retranscription Pepper est sidérante. Si elle est exacte, ça sous-entend que les informations qu'elle contient sont crédibles. Contrairement à ce que des détracteurs ont affirmé, ce n'est pas du charabia pseudo-scientifique. Le plus intéressant, c'est que Sam Pepper ne semble pas comprendre ce qu'il rapporte dans son article. Il n'a aucune idée de la teneur des éléments qu'il renseigne. S'il se doutait que la valeur mentionnée est une coordonnée, alors pourquoi est-il resté si prudent et évasif ? Dans l'hypothèse où la retranscription est un canular, Sam Pepper n'a aucune raison de cacher cette information. En l'absence de deuxième valeur, personne ne peut vérifier la présence d'installations extraterrestres. La seule explication rationnelle qui nous vient en tête est qu'il ne connaît rien d'Apollo 11. Raison pour laquelle son article est parsemé d'erreurs. Il aurait très bien pu les éviter avec un minimum d'intérêt pour la mission. Quoi qu'il en soit, il faut avouer que l'article de Sam Pepper est hermétique, très difficile d'accès. On doit décrypter le texte pour lui trouver un semblant de signification. Il a fallu fouiller toute la documentation mise à disposition par la NASA pour comprendre de quoi il parle. Et c'est particulièrement le cas pour sa référence au miroir. Vers la fin de la retranscription, Houston semble très inquiet de savoir si l'équipe a eu le temps de configurer des miroirs. Les miroirs, vous les avez installés, n'est-ce pas? On peut s'attendre à ce que ces miroirs fassent partie d'une expérience lunaire. Apollo 11 en a installé 3 sur la Lune. Une feuille métallique pour mesurer le vent solaire, un sismomètre passif et un réflecteur lunaire pour mesurer la distance qui sépare la Lune de la Terre. On peut déjà éliminer la feuille métallique dans le rôle des miroirs, parce qu'après avoir été exposée au rayonnement solaire pendant 1 heure et 17 minutes, elle a été retirée de son mât et ramenée sur Terre pour analyse. Il n'y avait donc aucune raison de s'inquiéter pour sa configuration. Intuitivement, quand on lit miroir, on pense tout de suite au réflecteur. Il dispose d'un panneau réfléchissant, un peu comme un miroir donc. Mais le texte mentionne plusieurs miroirs. En plus, l'installation du réflecteur n'a posé aucune difficulté et l'expérience fonctionne très bien. Il reste le sismomètre et ses 2 panneaux solaires. Visuellement, un enfant pourrait les confondre avec des miroirs ordinaires. Mais il est clair que Houston n'aurait jamais mentionné les panneaux solaires en parlant de miroirs. Encore une fois, la terminologie employée est grossière. On dirait que la retranscription Pepper étouffe les termes techniques en usage à la NASA et les remplace par des mots courants. On peut en déduire que le texte manque cruellement de consistance interne, ou alors qu'il s'agit de déformations volontaires, comme si on tentait de brouiller les pistes. Quoi qu'il en soit, l'installation du sismomètre a posé plusieurs problèmes à Buzz Aldrin. Il ne parvenait pas à le poser de niveau sur le sol lunaire. Le terrain autour du site d'alunissage n'était pas suffisamment plane pour trouver un site d'accueil idéal. Aldrin a dû niveler le sismomètre à l'œil en le secouant pour racler le sol et essayer de l'enfoncer un peu plus profondément. Mais ce n'était pas suffisant. À l'ouverture des panneaux solaires, le sismomètre s'est mis à basculer sur lui-même tant le sol était inégal, à tel point que les panneaux ont raclé le sol et 2 des coins ont été légèrement recouverts par de la poussière lunaire. Un des 2 panneaux ne voulait pas descendre. Buzz Aldrin a dû l'actionner manuellement. Au final,
le sismomètre a renvoyé des données jusqu'au 25 août 1969, date à laquelle il a totalement cessé de répondre aux commandes. L'expérience n'aura donné qu'un bref aperçu de la sismologie lunaire durant 3 semaines. Il est temps de s'interroger sur l'origine de la retranscription Pepper, parce que pour le moment, on ne sait pas d'où elle sort, ni pourquoi elle donnerait miraculeusement accès à des informations dissimulées par la NASA. Si on se fie aux informations qui circulent sur Internet, la retranscription diffusée par Sam Pepper aurait été interceptée par un radio-amateur. Tout le monde semble s'accorder sur cette version. Pourtant, cette explication engendre plus de difficultés qu'elle n'en résout. C'est vrai qu'un radio-amateur compétent aurait pu capter les échanges entre les astronautes. Plusieurs personnes ont même enregistré ces signaux VHF. Okay, engine stop. ATA at a descent. Mode control, both auto, descent engine command override off. Engine arm off. 413 is in. Mais aucun n'est parvenu à intercepter la liaison de communication principale encodée en bande S. De plus, cela n'explique pas pourquoi un radio-amateur aurait pu entendre distinctement une discussion entre les astronautes. Alors que la liaison avec Houston semble chaotique et qu'on leur demande à plusieurs reprises de se répéter. Nous éprouvons quelques dysfonctionnements dans les communications. Contrôle, appel Apollo 11. Mission contrôle, répétez votre message. Répétez. Nous sommes arrivés à la conclusion que la pseudo-retranscription de Sam Pepper ne peut pas avoir été captée par un radio-amateur. Impossible qu'un radio-amateur ait pu entendre tout ça. Pour considérer la retranscription comme authentique, sa source a dû avoir accès à l'ensemble des communications air-sol, ou alors aux bandes audio qui ont été enregistrées à bord du vaisseau. Après de longs mois de recherche, on a fini par découvrir que Sam Pepper n'a jamais prétendu le contraire. On a mis la main sur une nouvelle source, le magazine Proceedings, qui cite en partie l'introduction de Sam Pepper. J'ai pu mettre la main sur une transcription top secrète du retour au vaisseau spatial. Cette transcription a été reçue sur Terre au fur et à mesure que les mots étaient prononcés. Mais Mission Control les a gardés secrets du grand public par une technique de bande différée qui permet aux moniteurs sur Terre de censurer les bandes vidéo et audio 2 ou 3 minutes avant qu'ils ne soient transmis à votre téléviseur. Ce qui suit est la transcription orale de ce que le duo de marcheurs lunaires a dit et entendu alors qu'ils retournaient au vaisseau spatial. La première chose qui nous choque, c'est que Sam Pepper n'a jamais mentionné de radio-amateur qui aurait capté les transmissions d'Apollo. C'est un mensonge, une affabulation de l'écrivain Otto Binder qui a mélangé et amplifié différents éléments exotiques pour enjoliver sa narration. Le problème, c'est que tout le monde a repris en boucle ces affirmations sans vérification préalable. Même James Oberg a joué le jeu et renversé cet élément pour discréditer l'article de Sam Pepper. C'est de cette manière que les véritables circonstances de la retranscription Pepper ont été ensevelies sous les surcouches narratives, à cause de prétendus spécialistes en ufologie empressés de faire sensation. Comme nous le supposions, la source que Sam Pepper invoque est un responsable haut placé dans l'administration de la NASA. Il lui aurait remis une transcription top secrète d'un échange oral entre les astronautes que la NASA a censuré. Si c'est bien le cas, alors on ne comprend pas pourquoi la retranscription comporte autant de fautes et d'imprécisions. Même les sous-traitants de la NASA devraient connaître un peu mieux les protocoles de communication et la terminologie qui touche à la mission, à moins que toutes ces erreurs ne soient là pour brouiller les pistes. Comme nous l'avons déjà dit, il ne s'agit pas d'une transcription à proprement parler, mais d'une évocation. Au mieux, il s'agit du témoignage d'un fonctionnaire de la NASA qui se remémore ce qu'il a entendu. Peut-être a-t-il volontairement étouffé tous les termes techniques pour se couvrir, pour ne pas qu'on puisse remonter jusqu'à lui.
Maintenant qu'on sait que les termes utilisés par la pseudo-retranscription Pepper sont approximatifs mais vraisemblables, on va essayer de déterminer si l'ensemble du texte s'accorde bien avec le plan de vol officiel de la mission. À quel moment cet échange entre les astronautes et Houston a-t-il pu avoir lieu? En fonction de cette fourchette de temps, est-ce que l'ensemble de la retranscription Pepper reste cohérente? Est-elle crédible? Parmi tous ces éléments qui la composent, il y a une phrase qui peut nous servir de point de repère. C'est la phrase « Roger, nous sommes là, tous les trois, mais nous avons rencontré des visiteurs. » Pour rappel, seuls Neil Armstrong et Buzz Aldrin se sont posés sur la Lune à bord du module lunaire. Pendant ce temps, Michael Collins est resté en orbite à bord du module de commande. La communication ne peut donc pas avoir eu lieu pendant l'exploration de la surface lunaire par Aldrin et Armstrong. Elle ne peut pas non plus avoir eu lieu avant, puisqu'elle fait référence à des miroirs installés sur la Lune. La seule possibilité, c'est que la transmission a eu lieu après le départ des deux astronautes de la surface lunaire. Ils ont ensuite rejoint le module de commande, à l'intérieur duquel ils étaient à nouveau tous les trois réunis. On a cherché ce moment précis dans les retranscriptions officielles fournies par la NASA. La dépressurisation du tunnel entre le module de commande et le module lunaire débute à 5 jours, 8 heures, 3 minutes et 43 secondes. Et on est certain que les trois astronautes sont à nouveau réunis 2 heures plus tard. Ils précisent dans leur communication air-sol officielle « Nous sommes tous les trois de retour à l'intérieur, la trappe est installée ». De toute évidence, la retranscription Pepper devrait se placer entre ces deux timecodes, au moment où les astronautes sont à nouveau tous les trois dans le module de commande, en route vers la Terre. C'est cohérent avec le reste de la retranscription, puisqu'elle fait aussi référence au retour sur Terre en disant « Canon cette orbite et rentrons à la maison. » ou encore « Ici Mission Control, êtes-vous en route ?» Le problème, c'est qu'entre la dépressurisation du tunnel d'amarrage et le moment où les astronautes ont officiellement annoncé qu'ils étaient ensemble, il y a 2 heures de battement. On a donc étudié plus finement cette fourchette de temps qui se situe à la fin de la 27e révolution lunaire du module de commande. À ce moment, le vaisseau spatial se trouve à l'arrière de la Lune, survolant sa face cachée. Il ne peut plus émettre directement vers la Terre. Le signal ne passe pas. Il doit attendre d'émerger de l'autre côté pour rétablir ses communications radio et à nouveau échanger avec Houston. C'est cohérent avec les interférences radio que la retranscription Pepper décrit. Les passages inaudibles, le fait que le centre de contrôle demande sans arrêt de répéter le précédent message. Répétez, répétez. Les communications radio n'étaient certainement pas tout à fait rétablies à ce moment. Si on se réfère à la retranscription des communications air-sol, le signal radio a été perdu entre 5 jours 9h 2 minutes et 5 jours 9h 50 minutes, soit 48 minutes de silence dans les retranscriptions, qui devrait correspondre plus ou moins au passage d'Apollo 11 à l'arrière de la Lune. Or, selon le Bureau des Affaires publiques, la perte de signal radio ne devait durer que 45 minutes. Il y a donc 2 à 3 minutes de silence radio supplémentaire par rapport à ce qui était attendu par la NASA. Ce n'est pas une différence énorme, mais ces minutes perdues auraient pu couvrir le temps qu'a duré la transmission Pepper. Dans l'hypothèse où celle-ci est authentique, elle a donc pu être facilement dissimulée. Pour en avoir le cœur net, il suffirait de se reporter aux enregistrements de bord. Normalement, lorsque le module lunaire et le module de commande sont à l'arrière de la Lune, ils continuent de communiquer entre eux via un signal VHF. Le module de commande enregistre toutes les données et les conserve en attente d'une connexion avec Houston. Une partie de ces enregistrements, conservés par le module de commande, ont été retranscrits dans un document officiel intitulé On-Board Voice Transcription et compilé en août 1969. Mais curieusement, la partie qui nous intéresse a été amputée d'une demi-heure de communication. Nous ne pourrons donc jamais savoir ce qui s'est réellement passé. Hello, Eagle. Houston, do you read over? Houston, this is Columbia Radio.
Roger, Eagle. Correction, Roger, Columbia, we copy. C'est très étonnant qu'il n'existe aucune sauvegarde des échanges radio alors que la navette termine son passage à l'arrière de la Lune. Normalement, on le répète, cette procédure est automatique et les données sont renvoyées à Houston dès que la liaison est rétablie. Vraisemblablement, la pseudo-retranscription s'inscrit très bien dans le déroulé de la mission Apollo 11. Mais encore une fois, les imprécisions de Sam Pepper renforcent son discrédit. Il situe maladroitement l'échange lors du retour de Buzz et Armstrong au vaisseau spatial. Il aurait dû préciser que c'était bien après l'exploration lunaire des deux astronautes, au moment de l'amarrage du module lunaire au module de commande. Encore et toujours cette imprécision qui traverse toute la pseudo-retranscription. Mais on commence à y voir plus clair. Malgré toutes ces altérations, le texte a du sens. Il reste cependant un élément qui nous chiffonne, un élément qui ne colle pas vraiment avec le déroulement officiel de la mission. Dans la pseudo-retranscription Pepper, Mission Control demande à l'équipage de confirmer qu'ils ont installé correctement les panneaux du sismomètre. Les miroirs, vous les avez installés, n'est-ce pas? Le problème, c'est que Houston devrait connaître cette information depuis longtemps. Dans les retranscriptions officielles, on peut lire à plusieurs reprises que le centre de contrôle demande confirmation que le sismomètre a bien été installé. Et ce, bien avant la fourchette de temps que nous avons délimitée pour la transmission Pepper. Pour rappel, on estime que cet échange a pu prendre place vers 5 jours 9h et 41 minutes. Alors qu'il se trouve toujours sur la Lune, Buzz Aldrin prévient Houston que les panneaux solaires du sismomètre ont été correctement déployés. Au moment où il a regagné le module lunaire, il précise au centre de contrôle que les panneaux solaires ont été légèrement recouverts de poussière. I think that two corners did touch. Since when it was deployed, both of them did come out at the same time. On ne comprend donc pas pourquoi Buzz Aldrin devrait à nouveau confirmer que les panneaux solaires du sismomètre ont été correctement configurés. La seule explication que nous avons trouvée, c'est que Houston cherchait à comprendre l'origine des nombreux problèmes rencontrés par le sismomètre. En effet, un peu avant le décollage du module lunaire, le signal du sismomètre passif a été perdu pendant une trentaine de minutes. Le Bureau des Affaires publiques n'a signalé son retour à la normale qu'à 5 jours, 8 heures, 54 minutes de mission, soit un peu moins de 7 minutes avant le passage du module de commande à l'arrière de la Lune, et donc 7 minutes avant sa perte de signal avec Houston. Plus tard dans la mission, le centre de contrôle prend contact avec Neil Armstrong. On lui demande de confirmer la localisation exacte du sismomètre passif par rapport au module lunaire. Les ingénieurs de Houston ont un problème. Ils cherchent à comprendre pourquoi celui-ci enregistre des élévations de température anormales dans son environnement proche. Roger, Neil, we're seeing some temperature rises on the passive seismic experiment that are a little higher than normal, and we're wondering if you could verify the deployed position. We understand it's about 40 feet from the limb in the 11 o'clock position, over. Peut-être que ces défaillances du sismographe peuvent expliquer pourquoi la pseudo-retranscription Pepper insiste sur la configuration des panneaux solaires. Il faut avouer que le texte de Sam Pepper présente bien trop d'approximations et de non-dits. On ne peut que lui superposer des hypothèses sans être certain qu'il ne s'agit pas d'un biais de confirmation. Rappelons cependant que les retranscriptions officielles de la NASA n'ont été rendues publiques qu'au milieu des années 70, alors que l'article de Sam Pepper est sorti en 1969. Si c'est un faux, il fallait que son auteur soit très bien renseigné sur les différentes étapes de la mission Apollo 11 et sur les différents paramètres techniques qui l'environnent. Malheureusement, on ne sait rien de son auteur. Sam Pepper est peut-être réellement son nom,
mais c'est peut-être aussi un pseudonyme, un nom de plume, permettant à l'auteur d'écrire des articles ufologiques sans dévoiler sa véritable identité. On a été très surpris de découvrir qu'il existait au moins 2 journalistes du nom de Sam Pepper à l'époque de l'article. L'un a été rédacteur en chef du Floridia Alligator, le journal étudiant de l'Université de Floride. L'autre, rédacteur en chef du Palm Beach Post. À l'époque, pour en avoir le cœur net, Stuart Nixon, qui avait pris la direction du NICAP, a exigé du National Bulletin qu'il identifie formellement l'auteur de l'article. Il n'a jamais obtenu de réponse du journal, ce qui laisse dire à ses détracteurs que la retranscription Pepper est une composition fantaisiste de la rédaction, plutôt que l'article d'un lanceur d'alerte. Quoi qu'il en soit, il valait mieux que sa véritable identité ne soit jamais révélée. Le NICAP, la plus grande organisation ufologique des États-Unis, était alors infiltré par la CIA. D'après Gordon Lohr, le directeur adjoint du NICAP, Stuart Nixon lui-même était un agent gouvernemental opérationnel chargé d'en prendre le contrôle. Une manière d'influencer de l'intérieur la politique interne. Que l'information contenue dans l'article de Sam Pepper soit authentique ou non, elle a certainement fait l'objet d'une surveillance particulière des services de renseignement. C'est peut-être pour cela qu'après seulement 2 articles ufologiques à son actif, Sam Pepper est retourné à l'anonymat et ne fera plus jamais parler de lui. Il a tout simplement disparu. Vous avez maintenant tous les éléments en main pour vous faire votre propre opinion à propos de cette fameuse retranscription Pepper. Pour notre part, nous avons été très surpris de voir combien elle s'accordait correctement avec les événements officiels et les caractéristiques de la mission. Peu importe le crédit que l'on accordera à la pseudo-retranscription Pepper, celle-ci n'aura jamais valeur de preuve. C'est pourquoi lors de notre prochain épisode, nous partirons à la recherche d'éléments probants. Et peut-être qu'avec un peu de chance, nous tomberons sur des secrets enfouis. Non, il restait plus de film au moment où 3 prises de vue, des soucoupes ou quoi que ce soit ont peut-être flouté le film.